afternoon from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Center News Desk. Thanks for trusting us. You are on to midday edition, and the first part is in the French language with Nadine Ambo. Nadine Ambo, good afternoon. Good afternoon once more for me, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons ce drame enregistré en Konsamba, dans le département du Mungo, où une violente dispute entre deux amants a justement viré au drame. Un greffier a été poignardé à mort par sa compagne, alors que ce monsieur s'opposait s'est opposé fermement à la rupture de cette relation, soit sa compagne va donc profiter pour s'en prendre à lui. Le récit des faits avec Cyril Ndjemba et Sédinding. Des mèches qui jonchent le sol. C'est le dernier vestige qui reste de la scène effroyable qui s'est déroulée au quartier Kilombo, dans la ville de Nkonsamba. Dimanche dernier, une violente dispute éclate dans un couple et va s'en suivre un féroce affrontement entre les deux. Dimanche, il a quoi 19h, mais on a su que le retour. Il a tracé l'escalier, tapé. Donc ça fait tomber mon carreau, comme tout est mort avant qu'il est parti. Il a fait plusieurs fois, il s'est tombé. Mais le gars est parti, il s'est fait. Une bagarre de couple qui finira par faire une victime. En l'occurrence, le dénommé Nanga François, âgé de 32 ans, est greffier auprès du tribunal de première instance de Nkonsamba. Son bourreau, Clarisse Tega, 27 ans, épouse d'un militaire en service au bataillon d'intervention rapide. Les deux amants entretenaient depuis quelque temps une relation à laquelle la jeune dame a voulu mettre un terme. Une nouvelle qui ne sera pas du goût du jeune greffier. S'en suivra une altercation. Au niveau de chez moi en haut, là, la petite allée qui va comme ça, là, c'est là qu'ils ont commencé à bagarrer. Il a tapé, il est rentré. Quand il rentre donc, il prend les machines d'escalier, il arrive à la maison. Quand il arrive donc à la maison, il semble que c'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il saigne. Je suis comment il fait, comme un homme veut pleurer quoi. Il ressort, il dit donc je vais la moto, je pars à l'hôpital. Il semble qu'ils se sont échangés des coups. Semblerait-il que la fille avait caché le couteau sur elle. C'est là où elle lui a donc. Et puis quand le sang est chaud, il saigne, il ne se rend pas compte. Des coups de poignard qui conduiront le jeune homme aux urgences de l'hôpital régional de Nkonsamba, où il rendra l'âme 2 jours plus tard. Son amante, quant à elle, se trouve encore en soins intensifs, au sein de la même formation hospitalière, dans un état critique. Et dans le couloir des médias présents, les politiques et mesures économiques d'accompagnement sont insuffisantes pour assurer la viabilité de la presse privée au Cameroun, une presse confrontée à la répression politico-judiciaire. Séverin Tchunke, Amanmana et d'autres patrons des médias ont fait l'autopsie d'une presse engagée à informer les Camerounais malgré le peu de viabilité. Voici à ce sujet le reportage d'Emmanuel Diop et Guy Zoko. Dans un contexte de morosité de la presse au Cameroun, le Conseil national de la communication n'a pas évité de mettre les pieds dans le plat en organisant un déjeuner de presse à Yaoundé avec les patrons de presse sous le thème « La viabilité économique des médias au Cameroun ». Parmi les intervenants, le président directeur général d'Equinox Télévision, Séverin Tchunke, qui a dressé les caractéristiques d'une entreprise de presse. L'entreprise de presse doit d'abord s'établir en tant que telle dans un marché. Et si nous venons sur un marché, nous devons savoir quelles sont les conditions qu'exige notre présence sur ce marché-là. L'une des conditions fondamentales, c'est d'abord la confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, est plus ou moins étiolée par le fonctionnement des institutions qui doivent réguler notre secteur. Insistant sur les pesanteurs qui impactent le fonctionnement de la presse au Cameroun, il a mis en exergue sa fragilité. Quel est le banquier, je parle d'expérience, qui peut vous ouvrir une ligne de crédit d'1 milliard de francs pour une entreprise dont il n'est pas sûr de l'existence dans 6 mois? Parce que le politique aura interféré dans son existence et aura fait pression sur l'organe de régulation
Et l'organe de régulation, au lieu de se saisir de cette affaire en se disant nous allons sanctionner sur les points déontologiques, sur les points professionnels, mais nous n'allons pas tuer la poule aux œufs d'or. À son sens, le Conseil national de la communication, loin d'en rajouter aux difficultés de la presse camerounaise, doit se montrer équitable dans ses décisions à son endroit. Oui, à l'organe de régulation, seulement l'organe de régulation doit faire attention dans les décisions, les décisions qu'elle rend, parce que ces décisions-là peuvent franchiser l'ensemble de la corporation. Abordant la question du soutien financier à la presse, Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Le Jour, a esquissé les améliorations à apporter. 1. Il faut de la sélection. 2. Il faudrait axer ce qu'on appelle l'aide, le financement public des médias privés. Il faudrait l'axer sur la règle des 3 tiers. Le premier tiers, c'est la formation. Le deuxième tiers, c'est l'équipement. Et le troisième, c'est le fonctionnement. En fin de compte, Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, a dit prendre bonne note de toutes les propositions formulées lors de cette journée de réflexion. Nous avons entendu tout ce qu'on a dit. Et on a parlé de l'entreprise de presse. Est-ce qu'on a des entreprises de presse dans notre pays? Il faut qu'on soit sérieux pour nous organiser, pour que toutes les propositions qu'on a faites aujourd'hui, on va les transférer aux autorités et on va voir ce qu'on va faire. Il reste que le mal-être de la presse camerounaise continue de s'aggraver au fil des ans. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, un litige foncier divise toute une famille. Un bâtiment a été démoli après un acte de vente contesté. Le bâtiment en question est un héritage familial selon le plaignant. Et comment une telle acquisition a pu se faire sans l'accord de tous les ayants droit? Élément de réponse avec le Claire Sakem. C'est une autre affaire du bien immobilier qui divise frères et sœurs d'une fratrie dans la ville de Bafoussam. N'engageant que voici la soixantaine révolue que nous rencontrons sur ce site à Famla, dans la commune de Bafoussam 1er, est au bord des larmes. Il vient de voir le patrimoine familial dont il a hérité complètement rasé. C'est le terrain de mon père. J'ai hérité le bien de papa. Je demande à tous ceux qui veulent me nuire, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas un petit paysan, d'où je peux manger. Je demande à Equinox d'être clair et montrer même tous les documents à la chaîne mondiale. Ça c'est le Camerounais, ça c'est le Cameroun qu'on gère. Que les gens vont prendre un petit malheureux comme ça pour le mater. Parce que c'est pas normal. Qu'on vienne parce que tu as l'argent, tu trouves les biens des gens, tu saccages. La sœur cadette est accusée par son frère plaignant d'avoir usé des manœuvres peu orthodoxes pour spolier et vendre les biens dont il est propriétaire, comme atteste cette documentation. Un immeuble bâti sur une superficie de 380 mètres carrés en plein cœur de la ville de Bafoussam. Je ne connais pas la personne. Ou les noirs ou les rouges, je ne connais pas la personne qui détient ma maison, qui a signé à vendre. Mais c'était ma sœur. Est-ce que j'ai fait un assise avec elle pour qu'elle vende? Jamais je n'ai pas signé une procuration. Quand je ne sais pas une procuration, ça garantit. Il faut réaliser la procuration. Donc je veux signer une déclaration devant les gens que je connais la personne, il est noir ou rouge. La démolition du bâtiment s'est déroulée en fin de semaine dernière sous le regard du voisinage stupéfait par ce acte. Vendredi matin, nous nous sommes levés dès bonne heure le matin. Il y avait les engins de la route barricadée. Ils étaient là en train de détruire la concession de ce papa. Vraiment, compte tenu et que moi-même que je sais que l'affaire était en justice et que ce papa avait obtenu la grosse et que jusqu'à présent il continue toujours à payer le certificat de propriété. Vraiment, on se rend plutôt compte qu'il y a eu un acheteur, vraiment. Nos tentatives d'entrer en contact avec la mise en cause ont toutes été vaines. Renew your bundle before it expires on #111 *0# and receive the double. Renouvelez votre forfait avant son expiration au pièce 111. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail.
Nanguéjan, désormais sans domicile fixe, erre dans les rues de Bafoussam dans l'espoir d'une rédemption qui viendra d'où, on ne sait. Les images de ces échauffourées survenues lundi dernier au Parlement panafricain en Afrique du Sud, des députés africains sont venus aux mains se disputant l'une de l'élection des instances dirigeantes. Alors que tout avait pourtant bien commencé pour l'élection du président et des 4 vice-présidents, un désaccord est survenu notamment au niveau de la rotation régionale des postes. Et ça n'est suivi des invectives et même des bagarres. Dans un climat de tension, l'élection a été suspendue. Ce scrutin, faut-il le rappeler, devrait permettre à ces parlementaires d'élire le successeur du Camerounais Roger Kododan. Le président de la Commission de l'Union africaine dit être choqué à la suite de ces scènes de violence qui ternissent l'image du Parlement. Il appelle les parlementaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et procédures de l'institution du Parlement panafricain. L'actualité sportive à présent, comment le football est-il devenu un vecteur de discrimination raciale à ses débuts sur le continent africain? Élément de réponse avec Jean-Paul Chuniat. Si la machine a remonté le temps situé en 1860, la présence du premier ballon rond déposé sur le continent par des missionnaires et colons britanniques. Un spécialiste de l'histoire du football, le professeur Pierre Allegui, précise à 1862 les premières rencontres de football en Afrique du Sud, des matchs livrés dans la ville du Cap entre les Britanniques de souche et des Blancs nés sur place. Aussi poursuit l'enseignant de l'Université du Michigan aux États-Unis. C'est du pays de Nelson Mandela que le ballon de foot a fait d'interminables rebonds pour tomber dans toutes les autres colonies anglaises jusqu'en 1870. Le Zimbabwe, l'Ouganda, le Nigeria ou encore la Gold Coast, l'actuel Ghana. Et justement à propos, le journaliste zambien Denis Liwewe abonde dans le même sens, affirmant que le père importateur du football en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, c'est le pasteur de la London Missionary Society et explorateur écossais, David Livingstone, pays où il mourut même le 1er mai 1873. Le docteur Livingstone est le précurseur du football en Zambie. Il se dit qu'à son arrivée, parmi ses effets, il y avait d'abord une Bible, sa boîte à pharmacie et enfin un ballon de football. Ainsi, selon le professeur Allegui, le football est parti des colonies anglaises du continent pour se répandre de 1890 à 1920 dans toutes les autres colonies de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Congo belge, les colonies portugaises comme l'Angola, la Guinée-Bissau et les territoires italiens, notamment l'Éthiopie, la Somalie et la Libye. Le système colonial, d'abord français et anglais, mais aussi bien portugais, allemand également, va amener le football dans les valises de la colonisation. Pour 2 raisons qui sont simples. D'abord parce que c'est un sport aristocrate, donc qui est joué par les colons, et que petit à petit, sur ces infrastructures-là, le système colonial va utiliser le football, comme d'autres sports d'ailleurs, pour fédérer les territoires, pour accentuer l'idée de territoire cohérent dans le cadre du système colonial. Mais à l'origine, pour ces colons et missionnaires britanniques, il s'agissait de promouvoir l'esprit saint dans un corps saint, l'idéologie même de la muscular Christianity, le christianisme du muscle, réservé exclusivement aux élites locales, sous l'œil vigilant des missionnaires blancs, excepté le pasteur David Livingstone, qui ramait à contre-courant des méthodes racistes et esclavagistes de ses pairs. Enseigné dans les écoles, le principal objectif recherché à travers le football était d'inculquer aux petits blancs la loyauté et le sens de l'effort, entre autres. Et cette politique des missionnaires blancs, à tenir loin les noirs de l'initiation à la pratique du football, portait déjà en elle les germes de l'apartheid en Afrique du Sud et autres discriminations raciales sur le continent durant la période coloniale et même après les indépendances. Et même malgré toute la machination en branle pour exclure les Africains de la pratique de ce sport, le Maghreb sera pionnier dans l'appropriation et le développement du football dès 1894, avec en tête de file l'Égypte et l'Algérie, où naîtront des clubs 100% européens, comme le club athlétique d'Oran en 1897 et le club de hautes études au Caire, créé par des fonctionnaires britanniques le 8 décembre 1905,
juste un an après la naissance de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Prochain escale sur le chemin de la CAN, les premiers pas du football au Maghreb. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong-Sander. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thank you for joining us in the second segment of information. We take you to the Northwest region where not even a single secondary school is functioning in 11 out of the 34 subdivisions making up the Northwest region. The statistics were reviewed by the Northwest Regional Delegation of Secondary Education. They went further to indicate that some 92 teachers and 3 secondary school kids have been killed within the context of the armed conflict rocking the Northwest and the Southwest regions of Cameroon. The secondary school officials of the region were speaking to councillors of the Northwest Regional Assembly, asking them to put more emphasis on revamping the secondary educational sector of the region. Mbustela tells us more from Bamenda. Loopholes in the educational and judicial systems, particular to English-speaking Cameroonians, form the basis of the current armed conflict. Secondary education statistics 5 years into the now armed conflict have been described as shocking. Between 2016 and June 1st, 2021, when the report was presented by Ngwang Roland, Regional Delegate for Secondary Education for the Northwest, 340 students and 254 teachers were kidnapped. 3 students and 92 teachers died as a direct consequence of the crisis. Currently, 11 out of the 34 subdivisions of the Northwest region have no functioning schools operational. This means over 120,000 children are out of school, with a large majority stranded in their communities. Humbly accepting that the crisis has touched all the nooks and crannies of this region, I wish to say that the education sector has been hardest hit. So I wish to appeal that before being what we are, the wonderful citizens of this nation and this region that we are, we're first and foremost parents. So I'm appealing that anything that touches on these our kids, let's be sensitive about it. Let's be passionate. I wish to appeal that when the means shall be provided, sir, to this wonderful assembly, and you are locating the resources which would surely not be very much, not be enough. That when it comes to the budget, you should kindly see to it that all the afflictions that we named here, the efforts that we made so far, a boost should become from this august assembly. The Regional Assembly says they are setting aside 305 million francs CFA for the construction and equipping of 7 laboratories and workshops in technical schools in the 7 divisions of the Northwest region, the rehabilitation of destroyed classrooms and all vocational centers vandalized in the Northwest region, through the intensive direct labor approach. This money will also be used to carry out feasibility studies for the rehabilitation of destroyed schools and the creation of a regional vocational training center. The Northwest Regional Assembly and the House of Chiefs inclusive is expected to be an institution in its real meaning and not an event that was discussed to be organized at a major national dialogue, and it is only happening now. For at the end of their mandate, they will be judged by the reforms they brought and not how much they tried or how far they went in making life better in the Northwest region. And members of the Northwest Regional Assembly yesterday voted a budget of 3 billion francs CFA to run the institution for 2021. The members are currently meeting in Bamenda on the decision on the standing orders of the House of Regional Councillors of the Northwest region. We shall be coming back to that. Meantime, in the Southwest region, Governor Bernard Okalia Bilai used the gospel according to Matthew chapter 5, asking councillors of the Southwest Regional Assembly to not walk away from the guidance, that is the directives of the draft budget. It should be recalled that members of the Southwest Regional Assembly voted close to 3 billion francs CFA to run the institution for 2021. Derek Jato tells us more from the Southwest. And regular
The Southwest Regional Council is in session to examine and adopt the 2021 budget. From when these members were installed, the Southwest population say very little is happening. In what was titled the statement from the representative of the state, Southwest Governor Bernardo Kaliabilai took the consciences of these members of the Regional Council to the Holy Bible. As a biblical passage from the Gospel according to Matthew chapter 5 verses 13 teaches us on this aspect. You are the salt of the earth. But if the salt loses its savor, where shall it be salted? It is therefore good for nothing but to be cast out. It is in this spirit that I invite all bureau members of the Regional Executive Council and regional councillors present at this session of today to be the first to believe in this institution. A region that has witnessed its street and homes stained with blood, the Regional Assembly should not be another problem, he added. We should not forget that the creation of this Regional Assembly in implementation of one of the most important resolutions of the major national dialogue was a source of great hope among the leading forces of our region, as well as constitute for them a solution to the security challenges faced by our population. In this light, this regional council, which is a solution, should not become a problem. As to the autonomy of this regional assembly, the Southwest Governor reminded these members that they will be checked, called to order, or sanctioned by his office. To bear in mind the provision of Section 289, paragraph 1, and I quote, where the regional council sits and rules outside its legal sessions or on topic outside its jurisdiction, the representative of the state shall take all appropriate measures to immediately put an end to the meeting. End of quote. And for 3 days, these members of the Southwest Regional Assembly will examine a draft budget of 2,750 million francs CFA. The Rijato reporting from the Southwest region, and we stay in line with issues related to local authorities and decentralization to say that mayors from the Northwest and Southwest regions of Cameroon have asked the governments of Cameroon to increase their financial support destined to help them integrate and handle cases of disabilities in their municipalities. They say their context deserved a special consideration because the strength of their local revenue collection has been challenged by the ongoing Anglophone crisis. The mayors were speaking in Yaoundé, Cameroon's political capital city, during a capacity building seminar on how to integrate physically challenged persons into the society, starting with their different municipalities. The ceremony, organized by the Cameroon Baptist Convention in collaboration with the Ministry of Social Affairs in Cameroon, was an occasion for mayors to express their worries. In the following extract, you will listen to the voice of Fondo Ganyantim. He is mayor of Balikumbar Council in the Northwest region, and Glory Agbo Sange, who is the program's national coordinator. Balikumbar being one of the councils that is already heavily involved in this process of integration with sustainable development, taking handicaps into consideration, given the fact that we already have the first phase of our social center, which has already been done, waiting for the second phase, and a good number of handicaps already working in our council. I think the message of the minister is clear to us, and we'll go back and try to strengthen in that domain.
to see that we have more than we do more than we are doing already, and we call to on the ministry concerned, the Ministry of Social Affairs. We know much has been done, but we still look for them to do more, given the particular situation the Northwest and the Southwest are facing, and the difficulty our handicapped population are facing at this particular moment. We would like to make a call to them on behalf of all the mayors of the Northwest and the Southwest regions that more should be done in the social domain, especially when it comes to our handicapped population. The Cameroon Baptist Convention works in alignment with global policies, with national policies that has to do with protecting those who are socially vulnerable, in addition to its core objectives, which is providing care for all. And so, in accordance with the agenda for the Sustainable Development Goal, which is leave no one behind, persons with disabilities, according to the Constitution of Cameroon, they are persons who have rights on equal basis like persons without disabilities. And that is why we have brought together all the stakeholders that you see here today, from the various councils, the mayors, those from the social action centers, to be able to practically train them on how to actually include persons with disabilities. A chieftaincy dispute is tearing villagers of Bongala, a village in the Bojongo Court area of Boya subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon. Villagers see the decision putting a traditional ruler after the death of the main traditional ruler of the area, that is Chief Ngumba, recently wasn't the right one. They wrote a letter to Cameroon's Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, asking that the decision be reviewed. This was the object of a meeting that grouped sons and daughters of the village recently. Our correspondent in Limbe, Davidson Mamu, has the rest of the story. Since the demise of Chief Ngumba Williams of Mbongala village in Bojongo Court area on the 4th of October 2019, the people of this village situated at the foot of Mount Cameroon with a beautiful view of the Atlantic Ocean are yet to have peace. The village is in turmoil as chieftaincy crises continue to tear them apart despite having a new chief. In a crisis meeting ordered by Minat and chaired by the divisional officer of Boya subdivision, tension from two camps pushed the DO to order the press not to take any images. Nonetheless, in an interview with the press after the meeting, the DO called for calm, promising to look into all points raised by both camps. I've listened to the submission and all of that, and now we need verification. Now it is, if there were error, the error will be corrected. If there were not error, then we can just maintain this. The son of the late chief, Ngumba Ferdinand, whose document to Minat activated administration to revisit the chieftaincy saga, says the administration was misled. The administration was actually misled by a group of grandchildren because of the issue of land. My great-grandfather was chief in this village. My grandfather was chief after his father died. Well, my father was late chief of Bongala, that is Chief Ngumba William Fike. Succeeded from the father. The chieftaincy of this village has been in my lineage for 3 generations. The presence of the paramount ruler of the Bomoko clan, Kinge Liwoto, who says Bakwirians and the Bomokus are one family, could not go unnoticed. As I told the deal, there is no way that a woman will go and beget a child from community X and bring the child to rule community A. Every effort to get to Mvenga Emmanuel Mukake, the present chief, met with resistance. What transpired on the 25th of August, that is a shame to the Babylon people, because a grandchild, you cannot contest chieftaincy in your mother's village. While the administration is yet to react, note should be taken that Prince Ngumba Ferdinand, son of the late chief, petitioned the eligibility of the present chief at the level of Minat on grounds that there is high level of conspiracy. Thank the Minister of Territorial Administration and the whole administration for looking back into this matter.
And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Nadine Ambwana will leave you, but we'll give you a rendezvous tomorrow at 7 a.m. God willing. Nadine, see you tomorrow at 7 a.m. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.